On égrène tout au long de cette journée les grandes dates clés qui ont marqué les 15 dernières années d'un point de vue audiovisuel. On vient de voir l'année 2005 avec le lancement de la TNT qui a bouleversé le PAF. Et on va rester en direct toute la journée avec ces petits flashbacks pour comprendre dans quel monde on évolue actuellement à l'occasion de ces 15 ans, ce 15e anniversaire de NPA Conseil. Et sur ce plateau de Décideur TV, à l'occasion du colloque NPA Le Figaro. Alors, on va parler, en effet, de l'avenir. On va se projeter dans un monde de très haut débit avec nos invités. En l'occurrence, Nick Stubbs, le patron de SES en France. Pardon, Philippe Sache. Nick, vous représentez donc SES et Monsieur Hautefort, qui dirige maintenant depuis une semaine, hein, c'est ça, Vitis ? Oui, depuis une semaine, sachant que c'est la continuité d'une activité qu'on a développée il y a 5 ans. Et avec le futur. Gilles Peset, qu'on est heureux d'accueillir également chez NPA Conseil. Alors, un mot peut-être sur Vitis. SES, vous nous direz après le métier pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais Vitis. Alors, Vitis est un opérateur fibre dédié exclusivement à ce qu'on appelle les réseaux d'initiative publique. J'y reviendrai un peu plus tard, je pense, dans la discussion. Et premier point et deuxième point qui est dédié à un lien entre des offres très haut débit et du contenu. C'est une société qui a été créée par 3 actionnaires il y a effectivement une semaine. Le groupe NetGem, groupe de technologie français, le groupe Océinde, groupe familial notamment dans les télécoms, et la Caisse des dépôts et consignations. Et c'est la continuité d'une activité développée depuis 5 ans en fait, au sein du groupe NetGem. Comment ça se passe, ce déploiement ? Quelle est la vitesse de propagation de cette fibre, de ce fameux très haut débit ? Alors, plusieurs choses. D'abord, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le passage au très haut débit à la fibre devient une évidence. Il suffit de voir les publicités autour de soi dans les villes ou de grande ou de plus petite taille. Tous les opérateurs ne parlent plus de fibre et de très haut débit. Donc c'est quelque chose qui est en continuité mais qui prend du temps. Il y a un plan national qui s'appelle le plan France Très Haut Débit, créé il y a quelques années, qui a pour objectif de fibrer la quasi-totalité du territoire d'ici 2022-2025 et qui, pour faire très simple, a divisé le pays, non pas en opposition, mais en 2 grandes catégories, ceux qui sont couverts par les investissements des opérateurs privés et ceux qui sont couverts par des investissements sous partenariat public-privé, ce qu'on appelle les réseaux d'initiative publique. À peu près 12 millions de foyers à terme, à peu près 45% des Français, donc vous voyez, c'est massif. Il y a déjà, je crois, sauf erreur de ma part, 50 départements qui ont signé des RIP. Ça va de la Manche à la Seine-et-Marne, à l'Essonne, à l'Ardèche. Quand est-ce que la France sera à 100% fibrée ? On voit la TNT qui est... Le taux de couverture est quasiment 100%. La fibre sera pour quand ? Je pense qu'il y aura 95% des Français fibrés entre 2022 et 2025. D'accord, donc c'est demain. Le plan France Très Haut Débit, c'est 2022. 2022, je suis un peu prudent, je dis 2025. Il y a toujours un peu de retard, mais c'est quand même demain. Enfin, c'est pas très, très éloigné. C'est une présidentielle, en fait, finalement. Philippe Sage, vous êtes le responsable du développement de SES. Pardon pour la méprise du début. Un mot sur SES. Présentez-nous votre activité d'opérateur satellite. Effectivement, SES est un opérateur de satellites. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est d'acheter des satellites à des fabricants de satellites, de les faire lancer par des lanceurs type Ariane Espace et ensuite de les exploiter. Donc SES est aujourd'hui le leader mondial dans les opérations de satellites géostationnaires. Et on a même démarré une opération avec des satellites qui sont en orbite moyenne et qui délivrent de la connectivité Internet sur les zones qui en sont totalement dépourvues. La société s'appelle O3B pour Other 3 Billion, c'est-à-dire les 3 milliards de gens qui aujourd'hui ne profitent pas d'un Internet à haut débit. Et là, vos clients sont les nouveaux acteurs du web, si je ne m'abuse. Alors là, nos clients sont plus... parce que le système est un petit peu complexe techniquement, donc nos clients sont effectivement des opérateurs de télécommunications ou des acteurs du web qui profitent de cette connectivité et qui la mettent à disposition du grand public. Bon voilà, le décor est planté. On a 2 acteurs spécialistes du très haut débit et c'est l'objet de cette table ronde. Toujours plus de contenu, de spectacles pour alimenter ce très haut débit. Comment est-ce que vous interfacez les deux alors qu'on voit le mot de convergence réapparaître à la mode avec des opérations assez titanesques aux États-Unis notamment ? Moi, j'ai un terme que j'aime bien qui est celui d'autoroute du divertissement, qui je pense est parlant. Alors, en référence à un autre terme qui parlait d'information à l'époque, bien sûr. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est des autoroutes. On va arriver de manière massive de l'information, du contenu. Et divertissement, parce que ce qui fait la différence aujourd'hui dans le très haut débit, je pense que c'est ça. C'est la capacité pour le consommateur d'avoir accès à tous les divertissements dont il a besoin. Payant, gratuit,
linéaires, donc les chaînes, ou non linéaires, tout ce qui est replay, VOD. Et c'est ça qui fait la force aujourd'hui. Avec le débat de la convergence, est-ce que celui qui propose le tuyau doit également proposer le contenu ? Alors, je vais dire les choses, en fait, moi, à l'envers. Je pense que la différenciation se fait aujourd'hui sur les services. Et d'ailleurs, il y a un exemple, on va sortir de la France 30 secondes, qui est Singapour, souvent pris. Singapour, c'est pas le plus grand pays du monde, mais c'est un des plus avancés en très haut débit. Il y a un réseau ouvert, donc qui PRIP, on appelle ça Open Access en anglais. Je crois qu'il y a 12 ou 15 opérateurs FAI, à la taille du pays. C'est un peu le modèle qu'on voit aujourd'hui. Il y a des réseaux qui seront ouverts au sens accessible à tous, et les services, et à mon sens, notamment les services de divertissement, font la différence. Gilles. Oui, vous avez quand même un positionnement qui est très tranché sur la question, puisqu'en fait, si on doit résumer, l'opérateur doit être totalement agnostique en termes de contenu. Et pour rebondir sur ce que disait Thomas, on voit notamment, enfin, il y a plusieurs exemples, dont SFR en France, qu'on a une vraie convergence avec une reprise en main de l'éditorialisation du contenu par des opérateurs. Ce que je pense, c'est qu'il faut surtout donner accès à tous les contenus dans des offres simples, pas forcément agnostiques. À titre d'exemple, nous, ce que nous avons fait, parce que c'était une semaine, mais le produit Vidéo Futur a été lancé il y a 3 ans, donc on a 150 000 abonnés, et la fibre, il y a un peu moins d'un an. Ce qu'on a fait, par exemple, on a inclus dans un abonnement, il n'y a qu'une offre, elle n'est que ce qu'on appelle triple play, en termes techniques, excusez-moi, donc c'est-à-dire à la fois haut débit et contenu, et cette offre inclut non seulement les chaînes, bien sûr, le replay, mais aussi la SVOD, 1500 films et séries. Donc on intègre dès le départ la capacité pour le consommateur à utiliser des usages directs ou non directs. Après, faut-il avoir des exclusivités ? C'est plutôt ça la question. Nous, on n'en est pas là. Je pense qu'au contraire, on essaye de donner accès à un maximum de contenu, y compris demain d'autres offres SVOD peut-être, ou d'autres contenus comme le sport. Philippe Sage, quelle est votre approche, vous, par rapport à ce débat contenu-contenant ? Je pense que ça restera un débat qui perdurera encore de longues et nombreuses années, parce que beaucoup d'expériences ont été tentées, on le sait, dans les années 2000. On se rappelle tous de l'époque Vivendi, on se rappelle tous de l'équipe de l'histoire AOL Time Warner. Pour l'instant, rien n'a jamais véritablement fonctionné dans ce sens-là, même si la stratégie sur le papier est très très belle et séduisante, les résultats n'ont pas été à la hauteur. Qu'est-ce que vous faites, vous, chez SES ? Est-ce que vous êtes dans cette logique d'investir dans le contenu ou pas du tout ? Pour l'instant, vous en tenez à l'écart. Non, pas du tout. Non, nous restons totalement en dehors de l'aspect contenu. On reste persuadé qu'il y a des gens qui savent faire du contenu, qui ont beaucoup plus de flexibilité et de répondant, de capacité de répondre rapidement à des changements majeurs dans cette domaine-là, alors que nous, on reste des acteurs du monde de l'espace, du spatial, mais on met à la disposition tout notre savoir-faire pour faire en sorte que les éditeurs ou les distributeurs de contenu profitent pleinement de nos capacités. Et précisément concernant vos capacités, donc le très haut débit par voie satellitaire, en termes de nouveaux usages et de nouvelles expériences télé, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu les chantiers du moment ? Oui, alors d'abord, un des premiers chantiers, puisque nous sommes acteurs sur le plan mondial, on dispose de 53 satellites géostationnaires qui font le tour de la Terre. Donc il y a d'abord un certain nombre de pays où la télévision est encore en train de se mettre en place, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de pays pour lesquels aujourd'hui il n'y a pas de signal pour amener la télévision, donc on est en train de développer ça. Ça se fait encore avec des boîtes à zapper en SD. Ensuite, il y a des chantiers majeurs de transformation de la SD à la haute définition. Il ne faut pas oublier que la haute définition, on vient juste de passer en France à la haute définition en avril 2016 sur l'ensemble des réseaux, mais il faut bien être conscient qu'on est le premier pays. En fait, il n'y a pas d'autres pays dans le monde aujourd'hui, ou en tout cas en Europe, qui sont passés complètement à la haute définition. Donc il y a encore un gros chantier. Ça nécessite beaucoup de bandes passantes, donc on est là pour le faire. Et puis effectivement, on travaille déjà sur les marchés matures, sur les marchés où on est les plus avancés, à l'ultra haute définition, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, et au domaine de la réalité virtuelle, appliquée à la télévision, bien sûr. Qu'est-ce qui va faire basculer, en effet, l'expérience utilisateur ? Est-ce que la ultra haute définition, finalement, ça nécessite de se rééquiper, de basculer d'un équipement à l'autre ? Ou est-ce que c'est pas justement la réalité virtuelle qui va vraiment être le déclic ? Encore une fois, je préfère pas faire de pronostics. Pourtant, vous êtes en charge du développement, oui, donc vous voyez l'avenir. Mais on voit bien aussi avec l'expérience qu'on fait souvent quelques erreurs. Non, je pense que les deux sont là pour effectivement amener une nouvelle expérience aux consommateurs, chacune dans leur domaine. C'est deux nouvelles technologies.
L'ultra haute définition, très sincèrement, les écrans sont de plus en plus grands. Aujourd'hui, le parc de téléviseurs est en train de se modifier et intègre déjà l'ultra haute définition. Vous avez des chiffres déjà de pénétration de téléviseurs UHD en France ? Oui, alors j'en ai peut-être ici, je vais essayer de retrouver pendant que M. Hautefort répondra. Ouais, on va poser la même question à Mathias Hautefort. Mais le parc a profondément évolué en avril 2016 lorsqu'il y a eu le changement du passage à la HD, et déjà des téléviseurs ultra haute définition étaient mis à disposition. Championnat d'Europe peut-être aussi, et puis aujourd'hui, toutes les grandes tailles d'écran qui sont proposées par les grands fabricants sont dotées de l'ultra haute définition. Et tout à fait sincèrement, pour quiconque a vu un jour un véritable événement en ultra haute définition, il y a un vrai changement par rapport à la haute définition, ce qui amène quand même un plus pour le consommateur. Mathias Hautefort, ultra haute définition, réalité virtuelle, est-ce qu'il y en a un des deux qui tient vos faveurs ? Alors, je vais d'abord répondre à côté, puis après je vais répondre à la question. Je pense que la première révolution aujourd'hui dans le monde de la consommation et du divertissement, c'est le non-linéaire. C'est d'abord ça qui fait la grosse différence. C'est-à-dire que, non pas que les chaînes linéaires soient finies, je ne vais pas dire ça, mais je dis toujours une chose, 100 chaînes égale 100 contenus à un instant T, 100 chaînes avec leur replay en général égale 10 000. Donc aujourd'hui, le consommateur a compris. Ce qu'il souhaite, c'est un usage personnalisé, où lui-même choisit quand il veut, comment il veut l'ensemble des contenus, qui soit gratuit à son sens, comme le replay, ou qui soit payant, comme la VOD. C'est ça le premier usage. C'est ça le premier usage qui fait basculer dans le très haut débit. Et pour bénéficier du non-linéaire, il faut naturellement un accès Internet dans les deux sens, de grande qualité. Pas de transition vers le très haut débit sans usage vidéo. À mon sens, en tout cas, le passage est beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs, tous les opérateurs, les grands que vous citiez tout à l'heure, ou nous, plus modestement, nous faisons des offres très haut débit qui sont couplées avec le contenu. Et d'ailleurs, ce que moi j'appelle convergence, c'est convergence côté consommateur. Cette notion des deux, pas forcément côté investissement, qui est différent. Après, est-ce qu'on passe au très haut débit ? Oui, ça va venir, a fortiori quand on est sur du satellite ou surtout de la fibre. D'ailleurs, la fibre, il n'y a aucun sujet. Je fais partie d'un groupe NetGem où on a lancé des box 4K avec d'autres partenaires opérateurs, notamment en Europe, qui sont sur la fibre. La question, c'est à quel moment ça devient l'offre de base, pas simplement une offre premium. Je pense que la différence, c'est la disponibilité du contenu en masse à un prix accessible. Donc typiquement, il y a deux premiums. Il y a le cinéma, il commence à arriver, mais encore cher. Les offres sont encore très chères de la part des studios, parce qu'ils protègent leur valeur, mais ça va venir. Et ensuite, en général, ce qui fait basculer, c'est le sport, comme toujours. Vous vous souvenez, la HD a basculé sur une Coupe du Monde. À titre personnel, je pense que 2018, il y a un grand événement sportif, pourrait être le moment où ça bascule de manière plus massive. Mais précisément là, c'est relativement intéressant puisque vous citiez le délinéarisé comme l'usage principal qui permettrait d'amorcer la transition vers le très haut débit, enfin qui est déjà amorcé. Mais et pour boucler sur l'ultra haute définition, on a un positionnement des opérateurs satellites ou des opérateurs de chaînes de télévision qui pensent que c'est le linéaire qui va permettre d'amener la 4K, que la 4K est vraiment c'est le linéaire sportif. Le linéaire sportif. C'est le premium. Et le premium, il y en a deux, c'est le cinéma et c'est le sport. Donc, et pourtant, on constate aujourd'hui que les premiers fournisseurs de contenu 4K sont précisément des acteurs du streaming et donc du délinéarisé. Justement, parce que sur le très haut débit, notamment la fibre, en VOD cinéma, donc, mais le sport viendra, je pense quand même, donc en linéaire, c'est ça qui fait la différence. Quand on peut offrir de la VOD, pas du replay, c'est du payant. Nous, aujourd'hui, nous faisons de la VOD, bien sûr. C'est pour ça qu'on s'est appelé Vidéo Futur, c'est notre marque, parce qu'on offre de la VOD, pas encore en 4K, mais bientôt, pour nous, avec des partenaires fibre qu'on a ailleurs qu'en France, on est en Suisse, etc. Après, il y a une question quand même de prix final pour le consommateur, de disponibilité du nombre de films, mais ça se développe relativement vite. Donc je pense que 2017-2018, j'ai pas de boule de cristal, ça va commencer à être de plus en plus important. La question pour moi, c'est pas à quel moment ça arrive, parce que c'est déjà là. À quel moment c'est généralisé. À quel moment ça devient l'offre de base. Philippe Salle, sur ce point VOD linéaire. Là où je rejoins Mathias Hautefort, c'est sur le fait qu'il y a un certain nombre de contenus qui sont particulièrement bien adaptés à l'ultra haute définition, et très certainement le sport est le numéro 1 dans l'affaire. Je ne suis pas convaincu pour ma part que le cinéma fasse partie des contenus les plus intéressants, parce que bien souvent vous voyez que des réalisateurs préfèrent avoir des effets de profondeur de champ, avoir du grain sur, comme ils en avaient sur la pellicule argentique, et donc mettre ça en ultra haute définition par rapport à de la haute définition, sincèrement ça apporte pas grand chose. Donc je pense que le live sur le contenu sportif va être l'élément majeur pour le lancement de l'ultra haute définition. Une dernière question, messieurs, est-ce que vous craignez une disruption par une nouvelle technologie ? Alors, je pense à la 5G
par exemple, mais est-ce que finalement vous pouvez être concurrencé par une nouvelle techno qui ne soit pas la fibre ou le satellite? Pour moi, c'est complémentaire. C'est-à-dire que je pense que le passage à la fibre ne fait aucun doute, au très haut débit et à la fibre ne fait aucun doute dans les 10 prochaines années. Il y aura des usages complémentaires en mobilité, et la 5G en fait partie. Je ne pense pas que c'est en opposition, je pense que c'est en complément. Je suis assez d'accord avec l'approche. Je reste convaincu que le satellite a son rôle à jouer de par le fait qu'il est disponible absolument partout dans le monde, particulièrement bien sûr dans les zones les plus escarpées où il est difficile de fibrer, où il est difficile de déployer des infrastructures terrestres. Chacune des technologies a son rôle à jouer et elles sont complémentaires l'une de l'autre. Merci pour ces explications, pour cette vision du monde tel qu'il se déroule sous nos yeux, cette évolution très rapide des nouveaux usages, des nouveaux débits, des nouveaux contenus. On va poursuivre ce cheminement ensemble tout au long de la journée. On va retrouver très vite l'auditorium avec des interventions de Laurent Soli, Jean-Noël Tron et Delphine Ernotte, et également suivre, bien sûr, toutes ces années pour remonter un peu dans le temps de ces bouleversements à l'occasion de ce 15e anniversaire de NPA Conseil. Et on se retrouve juste après pour parler de l'audiovisuel de demain. À tout de suite.